Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Si vous voulez voir les précédents vendredis lecture, ou les chroniques dédiées à un titre plus en détail, je vous mets la playlist chronique manga dans une fiche dans le petit i et dans la barre de description. Aujourd'hui on fait un vendredi lecture seinen manga. Allons-y. C'est donc la suite du tournage de la vidéo qui avait commencé par Sangatsu no Lion, etc. Et on est parti pour la première lecture du coup de cette suite. Eh bien, un titre qui résonne beaucoup avec l'actualité, je trouve finalement, c'est le tome 3 de Libraire jusqu'à l'os, tome 3 sur 4, un titre qui raconte le quotidien d'une librairie japonaise. Alors pourquoi est-ce que tu trouves que ça résonne avec l'actualité? Eh bien parce qu'avec le reconfinement, il a été beaucoup discuté en France la question de savoir si les livres étaient un produit, une denrée essentielle ou non essentielle, et par ailleurs, du coup, ça a fait prendre conscience pas mal de personnes sur les conditions des libraires, puisque certains libraires ont aussi mis en garde bien le public par rapport au fait que dans la situation actuelle de grosse pandémie, c'était aussi un métier difficile qu'ils exerçaient. Le respect des gestes barrières, en plus, vient en supplément de tout ce qui est le quotidien d'un libraire, qui est pas gestion simplement du réapprovisionnement, gestion du réapprovisionnement, et bien toujours le sourire vis-à-vis des clients, gérer tous les petits problèmes qu'il peut y avoir effectivement vis-à-vis des colis qui arrivent, qui se perdent, qu'il faut envoyer, qu'il faut renvoyer, enfin bref, plein d'étapes. Et ce tome-là, en fait, c'est marrant parce qu'il est sorti avant cet élément-là. Tiens, t'avais mis un bah oui, j'avais prévu d'en parler. Alors je te laisse en parler un petit peu. Donc il est super marrant, hein. C'est un ouvrage très très drôle, ouais. même si Morgane il entame en disant oh. On tourne ça le 7 novembre, donc on est en plein dans le reconfinement en France. Mais donc ici on parle de librairie au Japon, et il y a une gestion d'un flux de livres autrement plus énorme qu'en France. Nous, c'est ce qui nous a toujours impressionné au Japon. Chaque fois, quand on y va, dans la même semaine, à des jours différents, tout a changé. Ouais. Le facing, le fait déjà qu'il y ait plein de nouveautés, mais ensuite, tout est re-rangé, tout est nickel et tout, et c'est grâce à un boulot de ouf. Donc, il y a plusieurs passages qui sont mis en valeur. Donc ça, par exemple, je trouvais que c'était super intéressant, qui est la vie d'un livre. Et t'as un cercle infernal un peu. La voix du livre. Bonjour, je suis une nouveauté. Tiens, je ne me vends pas, non? Il est l'heure de se quitter. Retour invendu. C'est ce que tu croyais. Dommage, je me vends maintenant. Waouh, il faut un retirage. Et tu reprends, et tu reprends, et tu reprends. Et donc ça, du coup, tu le vis en disant oh, comment je fais, il faut que je gère et tout. Mais c'est trop drôle quoi, la manière dont c'est raconté, c'est t'as trop envie de rire, mais c'est tellement vrai. Et c'est vrai qu'il y a des phénomènes éditoriaux qui sont liés, bien par exemple, là il est évoqué la résurgence du virus Ebola comme cas d'exemple. Mais oui, par exemple, vrai. Au Japon, on a bien vu la chose avec l'apparition du coronavirus. Et il y a plein de livres sur le corona. Et notamment un livre fait par un auteur français, Albert Camus, La Peste, qui a été d'un coup, qui est revenu partout. En fait, tout le monde cherchait à acheter La Peste de Camus. Ça a été aussi le cas en France, mais sans doute à une échelle un peu moindre, parce qu'au Japon, c'était juste incroyable. Donc, effectivement, des livres peuvent passer par différentes phases. Ouais, et puis du coup, comment tu fais quoi? Parce que c'est un livre, a priori, qui se vendait plus, il n'y a pas de stock. Est-ce que, du coup, l'éditeur va refaire une réimpression? En attendant, les clients sont déçus, et voilà, faut que tu gères tout ça, et après, tu finis sur les rotules, quoi. Alors moi, il y avait un autre truc, une autre page que je trouve très marrante, tu vois, ça fait un peu fresque. C'est le travail de libraire. Alors c'est parti. Tu commences... libraire, en fait, ce ne serait pas juste un travail d'archiviste, point d'interrogation. 1. Tu pars du boulot. On sort les nouveautés du jour avant l'ouverture, guerre totale. Réunion du matin. Préparation pour l'ouverture, les caissiers à la caisse. Vérification des produits morts, retour, guerre totale. 2. Pause. Réassort, seul créneau horaire. Distribution, seul créneau horaire. Quand on a fini son rayon, on jette un œil à ceux des collègues absents. Nouveauté arrivée dans l'après-midi. On est que l'après-midi, là, hein. Guerre totale. 3. Distribution de l'après-midi. Retour maison. Je ne m'en sens pas avec ce réassort. Et on recommence le lendemain matin. Et à chaque fois, mais t'as des caisses de livres, quoi.
c'est un truc de fou. Et ouais, et nous, en tant que super clients hyper habitués, on allait dans nos librairies préférées à Tokyo, on y allait en plein pendant le réassort. Pour autant, les libraires étaient tout le temps très gentils. Mais en fait, on était en plein en train de les embêter, quoi. Mais en fait, ils ont un travail permanent parce qu'effectivement, les colis arrivent en plusieurs phases dans la journée. Et vraiment tous les jours, avec en plus des fois des produits dérivés qui sont associés, qu'il faut qu'ils préparent et qu'ils intègrent directement au manga. Ça par contre, clairement, il y a beaucoup plus de produits dérivés attachés au manga, c'est-à-dire des petites cartes postales cadeaux ou autres qu'en France. Donc c'est vraiment un travail incroyable de logistique. Et toujours dans le fait que c'est vraiment drôle. Par exemple, dans le décor, j'ai mis quelques figurines d'Eva et je me suis mis en Evangelion aussi. Parce qu'à un moment donné, tu vois comment elle représente la chose. T'as Lilith qui est accrochée avec la lance de Longin. T'es là, oh, de quoi elle parle? Elle parle. Alors, notamment, il y a le Big Three. De quoi parle-t-elle? Donc là, elle parle des éditeurs japonais, mais si vous connaissez un petit peu les mangas, et puis à force que nous, on vous en parle, vous devez être de plus en plus familier. Par exemple, on commence par le king des maisons d'édition, Shueisha, qui publie notamment Naruto, Bleach, Jojo. Leurs séries en cours semblent interminables, et même quand elles se finissent, elles continuent de se vendre. Ce rayon de l'enfer est donc impossible à vider. Donc ça, c'est toujours dans le fait... Tu sais, t'as des rayons, il faut que tu mettes des nouveautés, mais comment tu fais parce que c'est déjà rempli? Qu'est-ce que tu enlèves? Donc là, du coup, grosse difficulté. Le deuxième, celle qui semble accélérer en permanence, Kodansha. Et il y a si peu de temps entre les sorties de chacune de leurs collections qu'on sent leur ferveur. Sauf qu'ils sont fous furieux, ils sortent trop de mangas. Et oui. Ensuite, tu as le Rock, le boss final immortel, Shogakukan. Même si le seul stock restant pour un manga est chez l'éditeur et qu'on confirme son existence au téléphone, il ne l'envoie que si on commande par fax. On était là, par fax? À cette époque? La passion japonaise du fax. T'es là, alors après, ils te font plein d'autres éditeurs, Akita Shoten, blablabla. Et puis tu arrives à la lance de Longin, qui est le collectif Kadokawa, l'éditeur aux multiples tapes. Lent sur les réimpressions, quand on se rend compte que les stocks sont bas, c'est déjà trop tard. Voilà, c'est la bataille permanente du libraire. Et je trouve ça hyper intéressant. Ouais, parce qu'il y a vraiment des phénomènes éditoriaux qui vont très très vite au Japon. Et c'est vrai que les ruptures peuvent se dégager en un rien de temps. Il suffit qu'en manga, un titre, un livre soit évoqué à la télévision et d'un coup, il va y avoir une ruée sur le livre dès le lendemain et on va plus le trouver en 2 jours parce que voilà, la passion japonaise, la ferveur japonaise, elle n'existe pas que pour les jeux vidéo où les gens vont faire des queues pour les sorties d'un jeu qu'ils attendent. Ça marche aussi pour tout. Donc, et ça marche pour les livres. Donc, le travail de libraire est incroyable. C'est vraiment rigolo. Hein. On voit vraiment du vrai quotidien de libraire japonaise dans ce titre en 4 tomes. Et avec plein d'anecdotes rigolotes et aussi de l'affection pour les clients et la ferveur des clients vis-à-vis de différents titres. Et tout type de clients, en fait, des petits jeunes qui peuvent venir chercher un titre, jusqu'aux étrangers qui viennent chercher des Naruto et qui viennent s'émerveiller et du coup font réaliser à Honda combien c'est incroyable la puissance de Naruto et dans le même temps, alors, elle ne peut s'empêcher de remarquer que ces acheteurs ont des t-shirts Dragon Ball. Donc plein de petites choses comme ça qui... plein d'anecdotes. C'est très riche, hein. Je pense que les gens l'ont vu à travers les planches que tu as montrées. Il y a beaucoup d'écriture, mais c'est vraiment joliment dessiné, caricaturé, c'est drôle, c'est une lecture vraiment un plaisir, bonheur. C'est un titre que j'adore et que je ne peux que recommander. En tout cas, on a vraiment vécu à plein au premier semestre 2020 ce qui est décrit dedans. Par exemple, pour Kimetsu no Yaiba, le phénomène que personne n'a vu venir. Donc, il n'y avait pas de stock, donc il n'y avait pas encore de réédition et tout le monde en voulait. Et c'est incroyable ce qu'on voyait quand t'avais... Tu vois, c'était même pas dans un petit encart du rayon Jump, t'avais des rayons entiers que pour Kimetsu no Yaiba, et à chaque fois, régulièrement, t'avais des tomes qui étaient en rupture de stock, et à chaque fois, il y avait plein de mots d'excuses et tout ça, et après, quand tu voyais qu'il y avait un réassort, c'était des montagnes, mais tu voyais que ça se dépilait à une vitesse de fou. C'est fou. Et effectivement, quand tu te dis, t'aimes un truc,
Et ça va être en rupture de stock. Toi aussi, tu te précipites du coup. Genre, t'as la nouvelle édition collector du tome, je sais plus, le tome 20 ou le tome... Ouais, tome 20. Je sais plus lequel. Mais on s'est précipité. Et Morgane, en bon français, il dit « Ah, je sais pas si je vais le prendre tout de suite parce que j'ai déjà acheté d'autres shoujo. » Je fais « Morgane, tu le prends tout de suite, dès que tu le vois, parce que demain, il y en a plus. » Et, véridique, dès le lendemain, il n'y en a plus. Et voilà, c'est comme ça le Japon. Eh oui. Et puis je m'étais fait avoir sur d'autres titres. Ça marche aussi sur des nouveautés qui d'un coup buzz. Par exemple, ça a marché sur le tome 1 de Kakko no Inazuke, dont j'avais hésité de prendre le tome 1. Et 3 jours après la sortie, voilà, on ne trouve plus nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Bref, c'est, oui, des phénomènes incroyables. Voilà, bon bah, c'est un peu si vous voulez vivre notre quotidien, mais de l'autre côté du Japon, ben voilà, ça c'est à fond quoi. Avec énergie et passion, parce que je trouve que ce qui caractérise ce titre, c'est la passion. C'est vrai, ça brûle. Ça brûle. C'est génial. C'est presque un neketsu, c'est presque un shonen manga. Et du coup, ça a eu tellement de succès, et en plus, il y a une adaptation animée, que ça aurait dû se finir en 3 tomes, mais il y a une suite. Voilà, parce qu'à partir du moment où les éditeurs ont appris qu'il y allait avoir cette adaptation animée, ils ont dit à Honda, bon bah ne conclue pas en 3 tomes, tu feras un 4e. On a hâte de voir la suite du coup. Oui. Parfait, donc c'était la première lecture. Waouh, mais dis donc, qu'est-ce qu'on passe du temps sur on parle ces avec lectures. passion. Oui. C'est bien. En fait, normalement, moi, je voulais calibrer les vendredis lecture sur une lecture 5 minutes maximum. Et là, sur les CNN, là, on est à fond, là. On est à fond. On brûle de passion. Oui, là, on brûle. Et on va brûler de passion pour un nouveau titre, cette fois-ci. Deuxième lecture. Alors, Urasawa, avec, de retour avec le tome 3 de Asadora. Ouais, du coup, j'ai encore oublié de dire en version japonaise. Donc ici, ça apparaît chez Soleil en France. Voilà, Soleil Manga CNN. Au Japon, ça apparaît chez Kadokawa Media Factory, Jin Pixiv. Alors que là, le tien, là, il est chez Shogakukan et prépublié dans le Big Comic Spirit. Voilà. Donc au Japon, il y a seulement 4 tomes parus. Donc on est vraiment sur une série en cours qui connaît à peu près 2 tomes par an, avec un titre qui s'inscrit totalement dans la... Tu caches ta bouche. Avec un titre qui s'inscrit totalement dans, on va dire, la redécouverte des années 50-60 pour le Japon, notamment à l'aune des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui seront en 2021 si tout se passe bien, puisque la précédente fois où les Jeux Olympiques s'étaient tenus à Tokyo, c'était en 1964. Et avec ce titre, Urasawa a eu envie de montrer aux gens à quoi ressemblait le quotidien japonais à la fin des années 50, puisque c'est là que démarre son premier tome, et dans les années 60, juste avant que les Jeux Olympiques se déroulent. Et là, en l'occurrence, dans ce tome de Asadora, on est vraiment quelques semaines avant que les JO de 1964 se tiennent, et on se souvient qu'à cette époque-là, les JO ne s'étaient pas tenus en plein été, mais à l'automne. Ah, toi tu te souviens, moi je me souviens pas. Mais en le lisant. Voilà, donc Asa, cette fois-ci, est contactée vis-à-vis de ses talents de pilotage et aussi le passé, ce qu'elle a vécu du coup à Nagoya en 1959 par l'armée japonaise, et peut-être que les traces du mystérieux événement et de la créature marine qui aurait ravagé Nagoya à ce moment-là est sur le point de ressurgir, alors que les JO sont là, et il faut des personnes pour protéger et garantir finalement que tout se passe bien pour le grand public. Voilà. Donc je trouve ça captivant. Ce que je trouve le plus captivant dans ce manga-là de Urasawa, c'est vraiment la capture de l'ambiance. On redécouvre la sortie des premiers Shinkansen, les titres des Beatles qui déclenchent une folie furieuse dans les lycées japonais, parce que c'est vraiment un phénomène musical incroyable. Et il y a aussi bien toute la dimension scientifique avec ce tome qui s'ouvre au musée des sciences naturelles de Ueno, qu'on vous a fait visiter sur la chaîne de Rosalis puisqu'on avait eu l'occasion d'y aller en mois de juin dernier. Et au moment où l'histoire de Asadora se passe, c'est le moment où les premiers restes réels de dinosaures sont mis en avant dans ce musée-là. Bref, il y a énormément de détails historiques qui sont égrenés au fil de cette histoire de suspense et une intrigue vraiment bien menée.
Donc on apprend des choses tout en lisant un manga de divertissement et de suspense. Et pour moi, avec la force qu'il y a derrière les personnages, et notamment, par exemple, pour ce tome-là, la femme qui a recueilli Asa, qui l'héberge chez elle depuis la catastrophe de Nagoya, vraiment des personnages incroyables, hauts en couleur, qui caractérisent vraiment toute la diversité de personnages japonais l'attachement qu'on peut avoir. Donc pour moi, ce tome-là, c'est vraiment de l'excellent. C'est une série qui me fait totalement renouer avec l'univers de Urasawa, j'adore. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Par rapport au JO, par exemple, tu dis, à l'époque, c'était une prouesse qu'ils essayaient de faire, avec ne serait-ce que créer les cercles parfaits, les anneaux des Jeux Olympiques, par l'aviation. Par l'aviation, effectivement, on va dire l'équivalent de la patrouille de France, mais japonaise, l'escadron Blue Impulse. Il a vraiment de l'importance dans la vision historique, symbolique, cet escadron Blue Impulse. Et pour l'illustrer, en fait, au Japon, après la fin du premier confinement, donc fin mai, début juin, il y a 2020. Même eu un show du coup dans les airs de Tokyo qui a eu lieu pendant la pause déjeuner un vendredi. Et c'était du coup cet escadron qui faisait des figures pour d'une part remercier les soignants, remercier tous ceux qui s'étaient battus contre le coronavirus. Et c'était vraiment incroyable. Donc c'est aussi cet élément-là. Ça fait écho à beaucoup de choses qu'on pourrait lire le manga tel quel. Et en fait, quand on creuse un petit peu et quand on vraiment se plonge dans cet univers-là, qu'on prend le temps de s'y intéresser, on est vraiment face à quelque chose qui est profondément ancré dans la culture japonaise. Moi, en lisant ce tome-là, en fait, j'ai eu envie d'avoir la suite très vite. Parce que t'as un mystère, en fait, à résoudre. Des années sont déjà passées et enfin, ça y est, il va y avoir l'opportunité de partir à la découverte de ce que c'est. Donc, t'as très vite envie d'avoir la suite, mais comme tu dis, la suite paraît lentement. Ah, ces auteurs qui te font des chefs-d'œuvre, mais en peu de temps. Enfin, je veux dire, en longtemps plutôt. Donc, bon, déjà, au moins, on a le tome 4 à paraître incessamment sous peu. 2021. Mais du coup, voilà, c'est très prenant comme intrigue. Voilà, hâte de voir la suite. Voilou! Maintenant, troisième lecture. Et on continue avec une nouvelle série qui sera en 3 tomes. Qui est l'adaptation en manga d'un film à côté duquel vous n'avez pas pu passer. C'est Les Enfants du Temps, Tenkinoko Wazoing with You, dont on avait parlé sur la chaîne dès sa sortie au Japon, puisqu'on était allé le voir au mois d'août 2019 dans les salles obscures japonaises. Donc, cette adaptation manga, toujours compliqué, hein, l'adaptation manga d'un film, puisqu'on se dit c'est un produit dérivé, il est là pour, on va dire simplement, surfer sur la vague d'un succès, surtout dans le cadre du film de Makoto Shinkai, Les Enfants du Temps, qui a un tel phénomène au Japon. C'est incroyable, la sortie DVD Blu-ray qui a eu lieu en mai, juste d'ailleurs après la fin du confinement, est vraiment un phénomène de folie. C'est vraiment un titre qui aura marqué l'histoire cinématographique japonaise. Donc l'adaptation manga, elle est comment? Eh bien pour moi, en fait, elle est extrêmement réussie. J'ai vraiment pris plaisir à plonger aux côtés de Hodaka, le héros, et donc ce héros qui quitte son île donc pour aller vers, on va dire, une tentative de vie différente à Tokyo. En fait, quelque part, il fugue à ce moment-là, et il part à Tokyo dans un contexte un peu particulier, puisque ça a fait maintenant plusieurs années qu'il n'y a plus de soleil sur le Japon. Il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps, mais parfois, il semble que des rayons de soleil puissent apparaître et qu'on puisse même en passer commande, puisque l'héroïne, Hina, qui est en couverture du tome 2, est devenue la prêtresse du soleil. Elle est capable, par rapport à une prière qu'elle fait, de faire apparaître un rayon de soleil pendant une période déterminée. Mais quel est cet étrange pouvoir qui se cache derrière, et quel est le destin de ces prêtresses du soleil?
c'est aussi cette enquête-là qu'on va mener aux côtés des deux protagonistes. C'est à la fois, en fait, un parcours personnel de comment des lycéens qui ont une vie pas facile, chacun l'un et l'autre, mais qui ont vécu aussi dans deux environnements différents. On retrouve d'ailleurs ici une thématique qu'on avait dans Your Name entre la vie à la campagne et la vie dans la ville, avec ce contraste et ce que l'un et l'autre peuvent espérer, eh bien comment des personnes peuvent aller aussi au-delà de leurs blessures, parfois profondes, marquées par le deuil, pour eh bien s'enrichir et véritablement faire rayonner le soleil dans leur cœur. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il y a des scènes en plus et des explications complémentaires par rapport à des moments du film qui allaient rapidement et qui sont très bien dessinés. C'était vraiment indispensable que cette adaptation bénéficie d'un dessin à la hauteur, puisque ce qui fait la caractéristique des Enfants du Temps, c'est aussi la plongée dans Tokyo et dans cet univers Tokyo dans lequel il pleuvrait tout le temps. Et pour moi, c'est vraiment attachant, tant par les personnages et leur évolution que la manière dont la ville est dépeinte. Ouais, au début, j'ai pas eu envie de le lire. Parce que je me suis dit, attends, j'ai adoré le film, j'ai pas envie d'en voir une adaptation. Des fois, les adaptations, on respecte pas forcément. Bon, bref, j'avais pas très envie. Puis Morgane m'a dit, si tu devrais le lire, parce que t'as plus d'explications, tu vas un peu plus en profondeur, tu prends plus le temps et tout. Et en plus, le dessin est joli, bref, aucun défaut, quoi. Je suis ok. Et j'ai lu le tome 1, et en fait, effectivement, Morgane a raison. T'as bien fait de me dire de le lire, je suis contente de l'avoir lu. Et si jamais vous avez des réticences parce que vous vous dites l'œuvre originale et le film, et là c'est une adaptation, écoutez le conseil de Morgane. Voilà. Ouais, je vous montre quelques planches de décor, là, pas trop sur les personnages parce que dans ce tome 2, il y a pas mal de choses qui se passent, mais c'est pour vous montrer combien on plonge vraiment dans ce Tokyo dans lequel il pleut tout le temps. Et voilà, c'est vraiment super réussi. Et puis les planches de chapitres comme ici qui nous donnent l'occasion finalement de revoir les personnages de ce film tellement marquants, tellement emblématiques, avec dans d'autres situations du quotidien. Je trouve ça vraiment super. Donc j'adore ce titre, j'ai adoré le film et quel bonheur de replonger aux côtés de ces personnages-là. Donc voilà. Donc vraiment, là aussi, une adaptation 3 tomes, chaudement recommandée. Super, j'avais une dernière anecdote, j'ai oublié d'en parler quand on parlait de Libraire Euskalos, mais il faut dire, on a dit plein de trucs déjà. En fait, je remarque que là, dans notre sélection de CNN, ah non, il y en a un qui est mat. Quelque chose qui se passe dedans, et j'ai trop reconnu notre réalité dans cette bibliothèque-là, c'est quand t'essayes d'insérer de force un livre alors qu'il n'y a plus de place. Et le livre est plus en douceur, tu me fais mal. Oui, mais avec les couvertures japonaises qui généralement sont glossy, brillantes, là vous voyez, il n'y a pas de problème. Sauf que les Français adorent faire des couvertures qui sont mates. Celui-là, il est partiellement mat, ouais. Pourquoi faites-vous des couvertures mates alors que l'original est brillant? Parce que du coup, au final, vu que nous, Tout à fait, on a trop de livres, il y a des fois, oui, on insère un peu trop, et puis après, on va faire une chronique, hop, on l'enlève. Et ben voilà, il y a des frottements. Et du coup, t'as plein de marques qui apparaissent dessus. C'est vrai, après, t'as des traces. Tout à fait. Ouais, et déjà, celui-là, il commence à y avoir des traces. Mais je crois le pire, c'est un que j'ai... Un chez Akata, c'est Perfect World. Voilà, donc typiquement, des fois, les livres vivent, hein, chez nous, on les manipule. T'as plein de rayures. Oh, je sais pas si on verra à la caméra, mais il y a plein de traits partout. Voilà. Donc, oh, tu aimes les livres, clair, mais t'as l'impression de les martyriser. Mais c'est juste que c'est... Si seulement tout le monde faisait des couvertures brillantes, il n'y aurait pas de problème. Bon, après, j'admets, il y a des couvertures mates, avec vernis sélectif, ils sont vraiment jolis, par exemple. En particulier, sur le tome 2, je trouve ça se voit vachement à quel point c'est joli. Que du coup, t'as la décoration, et puis là où il y a le numéro de volume qui brille. C'est super joli. Sauf que lui aussi, hein. Oui, ça y est. Là, sur le personnage, peut-être sur le fond noir, ça se voit mieux. Il y a des rayures là partout. Alors qu'il est tout neuf. Ah, il est en tranche tranquillement, lui. Oui.
Bon voilà, bah, c'était juste pour dire à quel point dans les mangas, c'est vraiment la réalité qui est décrite. Tout à fait. Voilà pour ce vendredi lecture double vidéo, en 2 vidéos. Seinen Manga s'achève. Des bons titres. On espère que ça vous aura donné envie. Là, vraiment, effectivement, comme tu le dis, il n'y a que des titres qu'on a adorés et qui nous enthousiasment. D'où cette vidéo initialement prévue pour en faire une qui a été en 2 parties. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Et comme toujours, on espère que ça vous donne des bons conseils de lecture et que vous y trouverez vos comptes, par exemple, voilà, comme je le disais au début de la première vidéo, dans vos recherches de mangas à lire, à acheter, à commander au Père Noël cette année. T'as envie d'avoir des cadeaux de Noël, hein? Tu penses beaucoup au Père Noël. C'est normal, c'est bientôt la période des calendriers de l'Avent. Ah bah t'as déjà tes calendriers de l'Avent. C'est la période qui veut ça. Est-ce que vous êtes pareil? Eh bien, en tout cas, il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye, bye.